Le 3 septembre dernier, la presse française annonçait la dissolution de l'Institut européen des sciences humaines, l'IESH, par décret ministériel. Une décision portée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, qui l'a justifiée en ces termes, je cite: La lutte contre l'entrisme de la mouvance frériste se poursuit. Aujourd'hui, l'Institut européen des sciences humaines a été dissous au Conseil des ministres à ma demande. Il prônait un islam radical et légitimait le djihad armé. Je remercie les services de l'État qui au quotidien mènent ce combat vital pour ne pas laisser les frères musulmans dérouler leur agenda islamiste. Fin de citation. Propos discriminatoires, inégalité homme-femme et pire, incitation à la commission d'actes de terrorisme en France, les motifs mentionnés par le décret de dissolution sont très lourds. Les accusations de ce décret sont-elles fondées, oui ou non, en droit? Pour le savoir, Mizan TV a invité pour répondre à ces accusations l'ex-doyen de l'IUSH, M. Larbi Béchri, et avec lui, Maître Stéphane Guesgues, qui représente l'IUSH dans cette affaire. Bonjour messieurs, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Merci à vous. Bonjour. Cette prise de parole de l'IUSH était très attendue, étant donné ce que représentait l'IUSH dans la communauté musulmane française, puisque c'était, rappelons-le, l'un des plus importants centres de formation d'imams et de cadres religieux musulmans en France. Alors le principe de cet entretien est très simple. Nous allons reprendre point par point les actes d'accusation du décret de dissolution et vous allez apporter votre réponse à ces accusations. Le premier contentieux concerne la dissolution elle-même. Le décret mentionne que l'IUSH s'est dissous lui-même, mais que cette autodissolution n'est pas valable car prise, je cite, en méconnaissance de plusieurs dispositions de ses statuts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point technique? Alors, bonjour à tous. Écoutez, l'IESH a décidé, à partir du moment où il constatait que déjà il rencontrait de lourdes difficultés dans le cadre de son fonctionnement, notamment, sur, la question de l'ouverture de compte en banque, qui lui était refusée depuis plusieurs années, a décidé, au début de l'été, 2025 de procéder à sa propre, dissolution, à son autodissolution. Les documents ont été transmis à la préfecture, qui a enregistré, ces modifications statutaires. Ils ont également été, transmis à un inspection du travail puisqu'il y avait certains salariés, qui, sont des salariés protégés. Et à ce titre, dans le cadre de la rupture de leur contrat de travail, vous avez des formalités à faire auprès, de l'inspection. Et tous ces éléments-là étaient parfaitement connus de l'administration au moment où, le ministère de l'Intérieur a informé l'USH de son projet de dissolution. Maintenant, l'objectif, il est évident, du côté du ministère de l'Intérieur, c'est de ne pas tenir compte de cette autodissolution qui a été voulu compte tenu de l'impossibilité pour l'IESH de continuer, l'exercice de ses fonctions déjà depuis plusieurs mois, malgré, les promesses qui avaient été faites par le gouvernement d'essayer d'assister les associations musulmanes dans le cadre, de recherche de comptes en banque. Tout ceci était parfaitement connu par le ministère de l'Intérieur, mais néanmoins, le seul objectif, vous l'avez bien deviné, c'est d'obtenir un crédit politique, une victoire politique, et c'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, le dernier acte de ce gouvernement a été de prononcer, la dissolution de l'IESH. Je considère que les questions techniques qui sont développées ici pour, indiquer que, l'IESH n'aurait pas, prononcé légalement son autodissolution sont purement, cosmétiques. Et en tout état de cause, je vous le dis, c'est une annonce que l'on fait aujourd'hui en exclusivité, l'IESH ou plutôt ses anciens dirigeants, ses anciens administrateurs, certains de ses membres contesteront, la dissolution, prononcée par, le Conseil des ministres devant le Conseil d'État. Alors, pour poursuivre votre réponse, Maître Guesgues, pourquoi ne pas, enfin, pourquoi ne pas avoir conservé l'existence finalement de l'IUSH en tant qu'institut, puisque, comme nous le verrons avec Monsieur Béchry, hein, qui aura l'occasion de s'exprimer là-dessus, l'IUSH conteste les accusations évidemment de ce décret de dissolution. Donc, pourquoi, au-delà des difficultés bancaires que vous évoquiez, hein, pourquoi ne pas avoir finalement maintenu l'existence de l'IUSH et le temps de se porter au tribunal pour un jugement sur le fond, par exemple? Tout simplement parce que la question de la dissolution administrative en Conseil des ministres de l'IESH était plutôt acquise. On a aujourd'hui les précédents des dernières associations musulmanes qui ont pu être dissoutes ces 5 dernières années. L'IESH et ses administrateurs savaient bien que derrière l'annonce politique, il allait y avoir une concrétisation
une dissolution administrative, et c'est bien ce qui est intervenu. Donc l'idée, évidemment, c'est de prononcer son autodissolution afin de pouvoir désigner un administrateur, un liquidateur ad hoc, l'on désigne nous-mêmes, plutôt que d'attendre que l'État vienne décider du sort des biens, décider du nom de l'administrateur et décider de la façon avec laquelle on va disperser les actifs de l'IESH. Donc tout ça, ça a été décidé en interne par l'IESH, compte tenu de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Évidemment, sans renier le principe même d'une contestation de ses motifs, d'abord pour défendre son honneur et sa réputation, et aussi pour défendre ses personnels et son héritage. Alors justement, on va rentrer dans le dur, si vous me permettez l'expression. Donc parmi les premières accusations de ce décret de dissolution, il y a le fait que l'association, hein, représentée par l'ex-USH, spécialisée dans l'enseignement religieux, hein, là je suis en train de lire le décret de dissolution, se présente comme l'un des satellites de la Fédération musulmane de France, principale représentation de la mouvance frériste en France, laquelle prône une idéologie islamiste radicale visant à l'avènement d'une société régie par la loi islamique. Alors, Monsieur Bécheri, du temps que vous étiez ex-doyen, enfin du temps que vous étiez doyen de l'IUSH, est-ce que vous faisiez la promotion d'une idéologie islamiste radicale visant à appliquer la loi islamique dans la société française? Oui, donc la réponse, bien sûr, est non. L'Institut, et je pense depuis sa création, en tout cas depuis que je suis moi-même responsable, il se présente comme un institut qui est apolitique d'abord. On n'a jamais fait de politique. Et ça, on peut le prouver à travers tous nos supports, tous nos cours. Il faut voir juste nos étudiants comment ils sont sur le plan politique et idéologique pour savoir qu'il y a une diversité chez nos étudiants. Le personnel de l'USH, c'est pareil, les profs. Donc, il n'y a pas d'idéologie qui, on va dire, qui est menée au sein de l'institut, et rien ne laisse, en tout cas dans nos programmes et dans nos cours, rien ne laisse ne laisse penser qu'il y a une quelconque idéologie. L'IESH, avec ses programmes, se place au-dessus de la mêlée des idéologies, parce que en fait, elle prodigue un programme théologique traditionnel qu'on peut trouver dans n'importe quelle autre université ou faculté de théologie, y compris dans le monde musulman. Et le seul plus, si vous voulez, qu'on avait à l'USH, c'est la contextualisation, parce que justement, l'apport théologique, pour qu'il soit pratiqué, en tout cas, ou pour qu'il soit enseigné dans un contexte comme le nôtre en France, eh bien, il faut prendre en considération la réalité française, c'est-à-dire que on sait très bien que le patrimoine théologique islamique a été produit dans un espace, à travers l'histoire, dans un espace musulman, mais là, il est face à un défi qui est le défi de comment pratiquer cette religion dans un espace qui est laïque, sécularisé. Et donc, on avait bien on voyait bien ce défi, et tout notre travail, en fait, c'était de rendre cette religion praticable dans un pays comme le nôtre. Donc pour vous, le contenu de ce décret de dissolution, alors on va détailler, hein, on va prendre le temps de détailler parce que c'est un sujet extrêmement important. Pour vous, ça s'assimile finalement à de la calomnie du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut le formuler comme ça? Oui, bien sûr, on peut rentrer dans les détails, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors vous parliez de recontextualisation et justement, dans le décret de dissolution, il était reproché à l'ex-IUSH, de partir d'une lecture littérale des textes sans aucune recontextualisation ni démarche critique moderne et au nom d'un islam fondamentaliste. Donc ça, c'est une citation, hein, ce que je viens de lire. Donc là aussi, Oui. on est dans la calomnie. Oui, Monsieur Bahri, regardez.
je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de mathématiques. Je vous dis une chose. Vous prenez la somme de 1 à n. De 1 à n. N, c'est le nombre d'accusations. La somme de 1 à n des accusations et vous la mettez puissance moins 1. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 1 sur somme des accusations. Ça veut dire l'inverse. Tout ce qui a été dit sur nous, eh bien, il faut juste l'inverser et vous avez la réalité. Ça, c'est pour vraiment, et à ça, on peut le démontrer, si vous voulez. Là, ou dans d'autres circonstances, si vous voulez, où nous avons demandé à chaque fois qu'on a entendu que vous êtes opaque, vous êtes fermé, vous n'êtes pas ouvert, vous êtes ci, vous êtes ça, on a toujours demandé une chose simple. Premièrement, nos portes sont ouvertes. On organise des portes ouvertes. Vous pouvez venir nous rencontrer nos étudiants, rencontrer nos programmes, nos supports, nos profs. Vous voyez les gens qui viennent, les amis de l'USH qui viennent de loin. Vous avez des gens qui viennent on va dire des frontières de la France avec l'Europe, et vous avez l'administration qui est juste à côté à Nevers. Jamais quelqu'un de l'administration est venu nous voir, à part les services de renseignement. Donc, on peut pas faire plus que ça. On leur dit, nos portes sont ouvertes. On n'a jamais refusé un journaliste quand il vient à l'USH, quand il venait à l'USH. Au point où une fois, une journaliste, elle m'a dit, Monsieur Béchri, je vous pose une question. Pourquoi vous refusez jamais les journalistes? Je sais qu'elle était venue pas dans le bon sens, si on peut dire. Elle était venue pour chercher on va dire des manquements ou quelque chose à dire, en fait. C'est une journaliste d'investigation. Et je lui dis, c'est parce qu'on n'a rien à cacher, en fait, on est transparent, on est ce qu'on est. Les accusations a commencé par donc le fait de dire que on contextualise rien. C'est qui dit ça? Moi, je pense que le fait de juger une institution religieuse par l'administration ou par les services de l'État ou par les politiques ne marche pas. Nous avons toujours demandé que vous voulez faire quelque chose d'objectif. On demande un audit indépendant de spécialistes. Les gens qui sont dans cette matière-là. Ils comprennent ce que c'est que la théologie, ce que c'est que les écritures anciennes. Et en fait, cet audit-là, on est sûr et certain que s'il se fait d'une manière indépendante, le résultat, ça sera pas ce qu'on a vu le 3 septembre dernier. La contextualisation, c'est un travail laborieux. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça facilement. Nous, dans notre travail, notre méthode, c'est quoi? Je vais exposer notre méthode. Ça va prendre peut-être du temps. Alors voilà, en synthèse, comme ça, on va avancer point par point, parce que le décret de dissolution, il y a plusieurs éléments, ça va nous prendre du temps. Pour parler de contextualisation, les gens, ils parlent de contextualisation, ils savent même pas ce que c'est la contextualisation. La contextualisation, c'est pas de barrer un certain nombre de versets du Coran, ou bien de rejeter un certain nombre de hadiths. Cette méthode-là n'est pas audible. Les musulmans sont pas dupes, et il faut jamais accepter une telle méthode. Donc, une contextualisation, c'est quoi? C'est d'abord de partir du texte brut. Voilà ce que dit le Coran sur quel sujet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va passer à quoi? À la sémantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut donner, c'est quoi le sens? Le sens linguistique de ce texte-là. Et après, en travaillant le sens, il y a une divergence, il y a une critique, il y a une discussion entre les savants, entre les exégètes et tout ça. Donc tout ça, en fait, ça c'est la deuxième. Après, on va voir ce texte-là a été révélé ou a été prononcé dans quel contexte. Ça c'est la troisième chose. Après, on cherche la finalité de ce texte, c'est-à-dire ce qu'on appelle ou bien la raison d'être ou la ratio legis ou une finalité globale. Ça va dans quel sens ce texte-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Au-delà des termes du texte, au-delà de la pratique ancienne du texte, qu'est-ce que le texte veut nous dire? Après, il y a les interprétations. Ce qu'on appelle ta'wil. Ça veut dire que, est-ce que ce texte-là on doit le garder dans son sens initial ou bien il est interprété? Après ça, commence la contextualisation.
Ça veut dire que ce qu'on a pu tirer du texte, avec sa finalité, comment il peut se décliner au niveau de la compréhension, dans un contexte comme le nôtre. Et c'est après ça qu'on passe à la pratique. Quand ils nous disent que vous appelez à couper la main du voleur, c'est d'une absence. On Qui parlera, c'est on qui dit rentrera ça dans le détail, aujourd'hui? ouais. Personne aujourd'hui, même dans les pays musulmans. Montrez-moi un seul imam dans toute la France qui a appelé au meurtre, qui a appelé à couper la main, qui a appelé à fouetter le fornicateur. J'aurais une question là-dessus. Tout ça, Ouais. c'est du délire, en fait. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, le travail de contextualisation, en fait, est un travail qui est profond et qui se fait progressivement. Nous-mêmes, on a évolué. Au début, quand l'Institut a été ouvert, les années 90, on parlait pas encore à cette époque-là de contextualisation. On donnait, c'est vrai qu'on donnait, tout était donné d'une manière brute. Et après, au fil des temps, on a vu les problèmes dans la pratique. Ça veut dire, il y a des contraintes, il y a ci, il y a ça. Et on a commencé à se poser des questions. Et bien sûr, comme toute institution, comme tout programme, doit évoluer, il est appelé à évoluer dans le temps, et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, quand on a atteint vraiment un niveau qui est, je veux dire, qui est tout à fait équilibré, eh bien voilà que ces accusations tombent sur nos têtes. Et en fait, voilà. Donc, on va rentrer, on va avancer un peu dans le détail des accusations. Je vous laisserai, Maître Guezguez, prendre la parole et intervenir quand vous verrez également un aspect légal qui peut nous éclairer justement dans la formulation des accusations, parce qu'il y a un volet théologique, entre guillemets, et puis il y a un volet légal aussi. Donc je vous laisserai intervenir. Alors, sur la suite des accusations, on vous reproche également les relations de plusieurs membres de l'USH avec Youssouf Al-Qaradawi, hein, donc relations intellectuelles, relations théologiques, vous nous direz. Donc ma question est simple, donc notamment d'avoir traduit donc un des responsables de l'enseignement à distance de l'USH qui aurait traduit et commenté les avis juridiques de Youssef Al-Qaradawi, donc théologien égyptien, l'un des fondateurs du Conseil européen de la fatwa, qui est extrêmement connu dans le monde musulman. Et donc et qui est mort aujourd'hui. Voilà. Donc ma question est simple. Quelles sont vos relations, Monsieur Béchari, et les relations, peut-être on peut vous extrapolerez si vous le souhaitez, de l'IESH avec Youssouf Al-Qaradawi et son œuvre. Oui. Cheikh Youssouf Al-Qaradawi, il a deux facettes. Il a la face politique et la face théologique ou théologico-juridique. Sur la face politique, il est comme tout le monde, c'est un savant du monde musulman qui peut se prononcer sur plein de questions politiques dans le monde. Et donc ça nous regarde pas en fait. Le fait qu'il ait une position par rapport au conflit israélo-arabe qui date depuis 1948, où il se prononce par exemple pour ce qu'on appelle le printemps arabe, ça ne regarde pas. C'est pas dans il n'est pas le seul d'ailleurs à se prononcer. Il y a toujours une discussion entre les savants musulmans, donc ça engage que la personne elle-même. Sur le côté, on va dire théologico-juridique, même si nous on n'a pas de support dans notre de Cheikh Al-Qaradawi, parce que en général nos supports sont plus anciens, si vous voulez. Donc il est comme tout le monde, c'est pareil. Et peut-être parmi les savants, on peut le placer comme un savant modéré dans tout ce qui est pratique religieuse. Il peut ne pas l'être aux yeux de certains sur le plan politique. Ça, moi, je rentre pas là-dedans. Mais moi, ce qui me concerne, prenez ces livres qui concernent la pratique. Je parle pas ce qui concerne, parce que parfois ils peuvent être mêlés. Côté politique ou une fatwa politique et une fatwa qui concerne la prière, par exemple. Moi, je parle du côté vraiment de la pratique religieuse. Sur la pratique religieuse, il est plutôt parmi les modérés. Donc, nous, notre relation avec Cheikh Al-Qaradawi ou avec d'autres chouyours, c'est pareil. Il n'y a pas de,
Je pense que on est en train de mettre en fait ou de donner une image à l'institut. C'est comme si on est toujours en contact avec Richard Al-Qaradawi. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit dire. C'est pas du tout comme ça. Il y a un programme. Il faut quand même respecter une institution qui est créée comme n'importe quelle faculté dans le monde. Donc on peut pas l'attribuer à une idéologie d'un shirk ou d'un conseil européen de la fatwa. C'est pareil pour le Conseil européen de la fatwa. Le fait qu'on est membre dans ce conseil, ça ne veut pas dire que tout le monde suit la même avis, l'avis de Cheikh Al-Qaradawi. Cheikh Al-Qaradawi a un avis au sein de ce conseil, comme tout le monde, et il y a toujours une discussion. Les membres de ce conseil, ils sont de diverses obédiences, divers madhab, diverses nationalités, et il y a toujours une discussion, et après, l'avis, il se prend à la majorité. Et c'est une institution qui est très, très démocratique. Il y a pas personne n'est là pour imposer aux autres une quelconque des avis. Quand Cheikh Al-Qaradawi a fait sa fatwa sur les attentats kamikazes, personne n'était avec lui. Tout le monde était contre lui pour cette fatwa. C'est une fatwa personnelle à lui. Donc ça, il faut le dire. Et les gens, ils savent pas, en fait, ces choses-là. Ils croient que toute fatwa de Cheikh Al-Qaradawi engage tout le monde. Non. On peut être d'accord sur certaines choses et on peut être divergent sur certaines choses. Et ça veut pas dire que c'est Cheikh Al-Qaradawi avant le printemps arabe, c'était la personnalité fréquentable par excellence et par tout le monde, y compris l'État français. Donc il est venu en France plusieurs fois avec le tapis rouge. Cheikh Al-Qaradawi, mais tout ça, la politique au niveau mondial a changé après. Donc ce qu'on a appelé le printemps arabe ou le contre-printemps arabe plutôt. Et c'est à partir de là qu'on a vu que Cheikh Al-Qaradawi, il peut plus rentrer dans tel pays ou dans tel pays ou dans tel pays. Je suis pas là pour défendre quiconque, mais en fait, c'est pour clarifier les choses. Alors, on n'est pas des brebis et que chacun ou n'importe lequel peut nous guider comme ça de notre... Non. Chacun a ses avis et chacun a son ijtihad et chacun a ses fatwas et on est divergents sur plein de choses. Il y avait quand même le livre l'un des livres qui avait été traduit en français de Youssef Al-Qaradawi, hein, le licite et l'illicite en islam, qui est extrêmement connu et qui avait été interdit en France avant les printemps arabes, hein, par Charles Pasqua, hein, de mémoire, hein, à l'époque ministre de l'Intérieur. Donc une question peut-être pour Maître Guesgues. Est-ce que aujourd'hui on peut encore exprimer des opinions intellectuelles, théologiques, avec des figures comme Al-Qaradawi ou d'autres, sans tomber sous le coup de la loi? Est-ce que finalement, la liberté d'expression a complètement disparu sur ce type de positionnement? Alors, il faut bien comprendre que, si vous voulez, là, ce que fait le ministère de l'Intérieur, c'est faire une œuvre de compilation. L'idée, c'est de charger au maximum le décret de dissolution, notamment en faisant appel à cette figure qui agirait pour certains comme un drapeau rouge, Youssef Al-Qaradawi. Sur ce point-là, vous voyez que la construction intellectuelle qui est déployée par le ministère de l'Intérieur est particulièrement fragile. On vient justifier la dissolution de l'IESH, l'Institut européen des sciences humaines, donc dans son ensemble, pour toute son œuvre, tout simplement parce qu'on a au sein de l'IESH quelqu'un qui a traduit l'œuvre de Youssef Qaradawi. Je veux dire, le lien de causalité, il est extrêmement faible, extrêmement fragile, mais il dit tout de la réalité de ce décret de dissolution, où on est venu agglomérer des éléments éparpillés les uns à côté des autres pour construire un décret de dissolution qui s'étale sur 4 pages. Si vous voulez, je ne considère pas que cette allusion à Youssef Qaradawi justifie la dissolution de l'Institut européen des sciences humaines. Vous avez parlé tout à l'heure de licite et l'illicite. Il est en vente libre, on peut l'acheter tout à fait librement, facilement, à la fois en ligne sur Internet ou dans des librairies physiques. Donc Youssef Qaradawi, il a ces positions que M. Béchri a citées tout à l'heure, qui sont critiquables et pour lesquelles effectivement j'estime qu'il y a matière à critiquer. Et il y a des ouvrages d'ordre théologique et religieux qui sont reconnus par ses pairs comme étant des ouvrages de référence. Mais pour le coup, ni
au sein de l'USH on a trouvé ces ouvrages, ni l'USH n'a participé à la rédaction de ces ouvrages-là. Donc, en fait, il faut quand même remettre les choses à leur place. La question aujourd'hui, c'est est-ce que l'USH promeut effectivement une idéologie qui va en rupture avec les principes de la République ou pas? Et la meilleure preuve, la meilleure réponse à cette accusation, c'est la production de l'USH. Toutes ces plusieurs dizaines d'années de réception d'étudiants qui ont fait leur cursus, et pas un seul au sein de l'USH qui a poursuivi et validé son cursus au sein de l'USH n'est connu par les services de renseignement ou par les autorités judiciaires comme étant problématique. Alors ça, on y reviendra sur le dernier volet, qui est l'acte le plus grave d'accusation du décret de dissolution. Hein. On va aborder la question, l'un des chefs d'accusation qui a été porté contre l'ex-USH, donc, concernait les rapports hommes-femmes et l'inégalité de ces rapports qui auraient été promus dans un certain nombre d'ouvrages. Hein, ça passe par des livres ou des supports de cours. Alors, je vais donc citer le passage concerné. L'IUSH utilise dans le cadre de ses enseignements et met à disposition des élèves des documents pédagogiques réalisés par ses soins qui véhiculent des théories discriminatoires envers les femmes et légitiment les violences physiques envers elles. À titre d'exemple, le polycopier de cours de l'IUSH intitulé, je cite, « Les versets prescriptifs présentent l'homme comme supérieur à la femme, subordonne cette dernière, donc la femme, à l'autorité de son mari et considère, je cite, qu'il est légal de frapper la femme dès les premiers signes de désobéissance. Monsieur Béchéry, concernant ces accusations et sur le rapport entre l'homme et la femme, on vous écoute. Qu'est-ce que vous répondez à l'administration finalement? Oui. Alors, moi, ce qui me gêne quand on dit l'USH légitime, si vous avez le Coran entre vos mains, vous allez trouver ce verset dans le Coran. Donc, les versets prescriptifs, ça veut dire ayat al-ahkam, c'est des versets coraniques mais qui traite en fait ce qu'on appelle le droit musulman. Donc si on doit incriminer le texte, ça veut dire on est en train d'incriminer le Coran. C'est-à-dire le Coran légitime. C'est pas l'USH qui est légitime. C'est le Coran légitime. On peut dire ça. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Si on prend le texte dans sa brutalité, on ne regarde pas les commentaires, on ne regarde rien, eh bien, on peut attribuer au texte coranique, mais là, il s'agit d'un texte religieux. Ça c'est un texte religieux. Comme tout autre texte d'écriture monothéiste, vous allez trouver des choses qui ne vont pas, qui peuvent être considérées comme contre la femme, ou qui peuvent être considérées comme des textes violents ou qui incitent à la violence, ou vous pouvez trouver ça. Si on veut juger, en fait, on veut juger sur les faits, sur les actes. Montrez-nous dans quel discours, dans quel cours vous avez entendu un prof se dresse devant les étudiants et il leur dit que, écoutez, la femme est moins que l'homme. Ce qui est dit, en fait, dans ce fascicule, c'est exactement le contraire. Parfois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a pris le titre, c'est-à-dire le verset coranique, et on a omis, en fait, volontairement, de voir le commentaire. Parce que dans le commentaire, vous allez trouver que le prof, il dit le contraire. Et ça, on l'a prouvé. On a envoyé au Conseil des ministres et au ministre de l'Intérieur 148 pages de réponses à tout ça. Dans les 148 pages, il y a 40 pages de réponses directes et il y a des annexes. Et quand on prend un passage comme ça, on dit, regardez, juste il fallait tourner la page du fascicule pour trouver le commentaire du prof qui dit exactement le contraire. Donc, vous voyez un petit peu et ça s'est répété, en fait, sur plusieurs accusations, c'est comme ça. Donc, il suffit de lire, et moi, je ne sais pas si ça a été lu ou pas, parce que le fait de maintenir exactement la rangée sans tenir compte de aucune de nos réponses, et pourtant, c'est des réponses qui sont preuve à l'appui. C'est pas des réponses comme ça. Quand vous prenez un fascicule et vous trouvez on peut vérifier facilement que dans ce fascicule-là, en fait, on a omis de tourner la page, tout simplement. Est-ce que l'IUSH développait son propre commentaire, c'est-à-dire proposait à ses élèves son propre commentaire en tant qu'institution religieuse, ou est-ce que l'IUSH était seulement un lieu de discussion des autres commentaires? Voilà. Les commentaires, en fait, des textes, moi je vous ai dit tout à l'heure que notre méthode, c'est que de partir d'abord du texte. On peut prendre le texte, n'importe quel texte qui peut poser problème aujourd'hui, on le prend et on commence le travail avec les étudiants. Ce travail-là, il se fait en classe.
peut-être pas forcément fournis en écrit, parce que les élèves prennent note. Hein. Donc on est dans un cours qui est post-bac, ça veut dire que parfois le prof il peut donner on va dire un poly, parfois il ne donne pas de poly, mais en fait les étudiants prennent. Il faut savoir que tous nos cours, ou presque en tout cas, sont enregistrés. Donc on peut très bien suivre les enregistrements des cours. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un audit indépendant qui est capable en fait de passer du temps pour passer tous nos cours, parce qu'en fait, si on veut juger, on juge en fait ce que dit le prof, pas ce qui est écrit, parce que souvent aussi des polis, par exemple les versets prescriptifs. Ça en fait c'est une photocopie d'un livre qui s'appelle Ayat al-Ahkam. Et donc, ou bien c'est la traduction de ce livre, c'est en français. Donc, soit c'est en arabe, donc c'est Ayat al-Ahkam, donc de ce qu'on appelle le Cheikh, je crois que c'est Cheikh Sabouni, Ayat al-Ahkam. Et en fait, on prend le texte et après le travail qui est fait, ça c'est un travail qui est fait en général oralement. Et donc, si on veut vraiment juger, eh bien, il faut avoir le temps de revenir à tous nos cours qui sont enregistrés, surtout les cours qui sont prodigués aux étudiants en distanciel, parce que ils sont enregistrés et on peut, la totalité des cours sont enregistrés et on peut les consulter. Mais en fait, voilà, il fallait faire le travail rapidement et en fait, c'est ça ce qui est problématique et surtout le travail, à mon sens en tout cas, il n'a pas été fait par des gens, par des spécialistes qui comprennent ce que c'est qu'une écriture, religieuse, qui date du XIVe siècle, comment elle a traversé l'histoire pour arriver jusqu'à chez nous, comment elle a été pratiquée, quelle pratique aujourd'hui qui se trouve ici en France ou dans le monde musulman. Il y a plein de choses qu'on me reproche, ça n'existe plus, même dans le monde musulman. Couper la main du voleur, ça n'existe plus même dans le monde musulman. Je pense que l'Arabie Saoudite, c'est le dernier pays, je crois, qui ne coupe plus la main du voleur. Donc vous voyez un petit peu, c'est un petit peu anecdotique tout ce qui se dit sur dans certaines accusations. Monsieur Béchri, ça veut dire qu'on considère que ces versets sont caducs, les versets qui prescrivent justement ce qu'on appelle les châtiments ou les peines légales. Est-ce que ça signifie que ces pays considèrent que ces versets sont caducs, c'est-à-dire n'ont plus à s'appliquer, ou est-ce que c'est une autre raison? Moi je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire caduc. Moi je parle de est-ce qu'ils sont praticables ou pas. Je dis qu'ils sont pas praticables. Voilà, c'est tout. Mais caduc, pas caduc, moi je ne sais pas ce que ça veut dire caduc. Caduc, ça veut dire il faut les enlever du Coran. Ça veut dire qu'ils ne s'appliquent plus. Il y a ce risque-là aussi qu'on peut comprendre du mot caduc. On ne peut pas toucher des écritures monothéistes. Ça veut dire sinon, il faut dire la même chose à la Torah, la même chose à la Bible. Il y a des versets dans toutes ces écritures. Il y a des versets qui posent problème, qui sont des versets aujourd'hui violents. Mais on juge pas sur l'écriture. On juge pas quelqu'un sur ce qu'il croit. On le juge sur ses actes, sur les faits dans la réalité. Donc je peux n'importe quelle croyance, ce que je crois c'est une chose, mais quand est-ce que je peux être, on va dire, jugé, c'est selon on juge sur les actes et non pas sur ce qu'on croit. Donc, tant que les actes respectent la loi et ne posent pas de problème, donc au sein de la société, je vois pas le problème. Donc et je pense que le fait de nous juger sur des écrits, je trouve que c'est injuste. Nous on a une production. Notre vraie production, c'est nos étudiants. Si on veut nous juger, eh bien aujourd'hui on est à peut-être les étudiants en tout cas qui sont passés par l'institut, on est à peu près à 7000 étudiants passés par l'Institut depuis sa création. Bon, je mélange tout là ici, ceux qui sur toutes sortes de cursus en distanciel ou en présentiel, les étudiants qui ont passé tout le cursus ou qui ont passé dans quelque temps sans finir leur cursus, tous ceux qui sont passés par
vous allez trouver donc dans les accusations, vous avez tel étudiant, une poignée d'étudiants qui ont fait. Ces étudiants-là, il n'y en a pas un seul d'entre ces étudiants-là qui ont été condamnés. Ah, ah, il n'y en a pas un seul qui a fait de la théologie chez nous. Et en général, ce genre d'étudiants, quand ils viennent pas pour la théologie, parce en fait, nous-mêmes, on est traités par eux, par des hérétiques ou traités par des comment dire mubtadi', parfois par renégats, ça veut dire qu'on n'est plus musulmans, ils nous sortent de l'islam carrément. Notre programme est un programme qui est hérétique, et donc en fait ils rentrent pas du tout dans la théologie. Ils font l'arabe, et en général c'est des étudiants qui ont passé chez nous quelques mois, voire peut-être au maximum un an. On en Donc, reparlera comment dans le on dernier peut volet. laisser 7000 étudiants et on prend 0,1% de nos étudiants pour nous incriminer, pour nous accuser qu'on est en train de former des djihadistes? On en parlera justement dans ce C'est du volet-là, si vous non-sens. voulez bien. Du surcroît, ces gens-là, dès qu'on a détecté que quelqu'un ne va pas, il a été signalé. Je me rappelle que l'ancien directeur a signalé un certain nombre d'étudiants pendant la période où il y avait les attentats en France. On en Donc, oui. justement, parce que en fait, la sécurité de la France est une ligne rouge pour nous. C'est pas c'est pas du blabla qu'on est en train de dire. Ça, c'est une réalité. Alors, Donc, j'ai une question pour Maître Guezguez. On va en rediscuter, Monsieur Béchri. J'ai une question pour vous, Maître Guezguez. L'Arabé Béchri donc nous expliquait que des passages avaient été coupés dans donc des citations de polycopiés, de supports de cours avaient été coupés, sortis de leur contexte, hein, pour dire les choses comme ça, dans le décret de dissolution. Est-ce que ce type de pratique peut faire l'objet, pour l'avocat que vous êtes, d'une démarche d'une procédure, je ne sais pas, administrative ou d'un recours judiciaire justement pour contester le contenu de ce décret, puisque finalement on pourrait imaginer dans l'absurde, hein, en réfléchissant dans un raisonnement par l'absurde, qu'un décret pourrait être entièrement faux et être validé sur la forme du point de vue formel par un conseil des ministres, tout en étant faux dans son contenu. Donc quels sont les recours possibles pour vous? Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'IESH, ou plutôt ses anciens administrateurs, ont fait le choix de me mandater pour contester le décret de dissolution donc devant le Conseil d'État. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que je vois dans des décrets ou dans des arrêtés pris par l'administration des citations tronquées ou sorties de leur contexte. C'est une pratique assez répandue. Elle a un effet assez efficace puisqu'elle permet comme ça d'illustrer des propos qui peuvent paraître de prime abord comme étant choquants. Mais c'est clairement de la mauvaise foi, de la malhonnêteté intellectuelle. Heu, Juridiquement, on appelle ça une erreur de fait. À partir du moment où, si vous voulez, vous prenez un texte et vous ne mettez pas tout le support qui vient expliquer ce dont il est question, effectivement, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et ça, le juge administratif le sanctionne. Donc, nous avions produit dans le temps où le ministère de l'Intérieur nous avait annoncé l'intention de prononcer la dissolution de l'IESH, un mémoire, ça a été rappelé par monsieur Béchelli, avec des annexes et notamment, le contenu de ces, cours, polycopiés, où on voyait bien que sur la question des versets prescriptifs, en fait, l'IESH ne donnait pas brut les textes en question, mais ça n'a pas absolument pas été pris en compte par le ministère de l'Intérieur. Et vous voyez bien que ça a été d'ailleurs le dernier acte du gouvernement Bayrou que de prononcer la dissolution de l'IESH. Maintenant, ça dit plus, si vous voulez, pour moi, d'une politique de l'État que du dossier exclusif de l'IESH. Voilà, près de 2 ans, le gouvernement a décidé d'interdire la venue des imams de l'étranger pour venir en fait répondre aux besoins des lieux de culte musulmans, en nous disant il ne faut plus d'imams formés à l'étranger. Maintenant, vous avez aujourd'hui face à vous l'IESH, qui était le principal institut de formation des imams en France, qui est fermé. Donc en fait, quel message on envoie à la communauté musulmane de ce pays? Vous n'avez pas le droit de ramener d'imams de l'étranger, alors qu'il n'y a pas de difficulté à ce que des prêtres
qui viennent d'Afrique ou de l'Europe de l'Est ou d'autres horizons puissent venir prêcher dans des lieux de culte catholique. Pour les imams, c'est impossible. Et on vous ferme également votre seul centre de formation théologique qui, pardon de l'expression, met les pieds dans le plat lorsqu'il s'agit des sujets polémiques, lorsqu'il s'agit par exemple des sujets relatifs aux versets prescriptifs, lorsqu'il s'agit des sujets relatifs au djihad, etc. Tout ça, c'est étudié au sein de l'IUSH, mis dans un contexte, critiqué, pour que justement les étudiants qui sortent de l'Institut aient les outils pour répondre à la fois à ceux qui vont avoir une pensée déviante extrémiste et qui existent, même s'ils sont extrêmement minoritaires, et puis à la fois pour avoir les outils de compréhension du domaine, enfin de la réalité dans laquelle ils sont aujourd'hui en France, un pays sécularisé, comme ça a été rappelé par M. Béchry. Et ça, c'est refusé à la communauté musulmane qui est laissée orpheline de cet institut de formation des sciences humaines qui a produit, comme ça a été rappelé, quasiment 10 000 étudiants dans le temps de son fonctionnement. Très bien. Alors, Monsieur Béchery, dans l'acte de dissolution, il y a d'autres éléments. Alors, par exemple, toujours sur la question de la femme, hein, des rapports hommes-femmes, donc il est mentionné que une limitation des droits de la femme, notamment une interdiction qui est faite à la femme musulmane de se marier avec un non-musulman, voilà, et ou alors qui exigerait la séparation dans le cas où il y aurait un mariage, donc une séparation avec l'époux, en cas de conversion postérieure au mariage, et lui interdirait les relations sexuelles avec celui-ci. Donc là, c'est le contenu du décret. Ma question est très simple. On parle aussi du port du voile, hein. Il est aussi mentionné plus loin la question du port du voile. Est-ce qu'il existe dans ce décret de dissolution des éléments qui sont reprochés à l'IUSH, mais que l'IUSH assume, par exemple sur la question du voile, en considérant que ce sont des prescriptions religieuses et que finalement reprocher à une institution religieuse de présenter, d'expliquer ou d'enseigner des prescriptions de l'islam relèverait d'une forme d'abus de pouvoir. Est-ce qu'il existe des cas de cette nature-là dans le décret? Je ne sais pas si vous avez compris je sais pas si ma question a été assez claire. Oui. En fait, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une différence entre ce qu'il y a dans le texte et la pratique. Si vous me dites que tout ce qui concerne la femme, vous dites que la femme n'a pas le droit de se marier avec un non-musulman. Est-ce que vous avez vu l'un de nos imams ou l'un de nos étudiants interdire à une femme de se marier avec un non-musulman? Il y a beaucoup de femmes musulmanes qui sont mariées avec des non-musulmans. Ceci dit, dans la religion musulmane, l'avis majoritaire de tous les savants, pas de tous les savants, je parle des juristes, hein, disent que une femme musulmane n'a pas le droit de se marier. Mais avec un non-musulman. Mais ça ne concerne pas que la religion musulmane. Dans d'autres religions, ça existe. Mais nous, on peut pas être jugé sur ce qu'il y a dans les écritures de la religion musulmane. On nous juge sur les faits, sur les actes. Et dans les actes, personne n'a interdit à une femme qui se marie. On n'a pas autorité. Il faut savoir une chose, c'est que dans la religion musulmane, il y a une partie du droit qui est réservée à l'autorité. Et il y a une partie de droit, en fait, qui concerne l'individu, sa relation avec Dieu. Et en fait, on est juge de notre relation avec Dieu. On n'est pas juge sur les relations quand il s'agit de relations entre les gens. En fait, toute la dimension sociale, en fait, ça, c'est réservé à l'autorité. Vous allez dans un pays musulman, vous allez trouver dans leur code civil, une femme musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. Et ça, vous pouvez ouvrir les codes civils, ce qu'on appelle les mudawwana, en Algérie, en Maroc, en Tunisie, vous allez en Arabie Saoudite, n'importe quel pays musulman, je ne sais pas, peut-être que entre-temps ça a évolué dans certains pays, je ne sais pas. Mais en fait, là, nous, on n'a pas cette autorité. Nous, pour nous dire que est-ce que vous autorisez ou vous autorisez pas,
Moi, je suis pas quelqu'un qui autorise pas, j'ai pas cette autorité, en fait. Moi, ce que je peux dire, c'est que voilà ce que disent les savants musulmans, mais en fait, dans la pratique, vous n'avez pas le droit en tant qu'imam d'interdire à une femme de se marier avec, si elle veut se marier avec quelqu'un. Vous n'avez pas cette autorité. Parce que l'interdiction se fait, elle n'est pas autorité. Comme ça, on peut pas s'improviser ou se proclamer autoritaire sur quoi que ce soit. Donc, on accompagne, si vous voulez, la communauté musulmane pour qu'elle vive au mieux sa religiosité, mais sans être juge, ni avoir cette autorité d'interdire ou de ne pas interdire. Vous voyez donc en fait, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et en fait, tout ce qui est écriture, en fait, je suis même pas là dire de moi, j'assume ou j'assume pas. Hein, c'est pas moi qui dois assumer ou qui ne doit pas assumer. Là, il faut questionner l'islam, il faut questionner le judaïsme, il faut questionner le christianisme. C'est ça ce qu'il faut questionner. Non, mais vous avez le droit d'avoir une position religieuse. En tant qu'ancien représentant, vous êtes aussi docteur en sciences religieuses. Vous avez le droit d'avoir des positions ou de relayer ou d'assumer des positions d'une religion, en l'occurrence l'islam. C'est un droit, ça. C'est pour moi, c'est enfin dans le sens de la question, c'est pas un problème. Donc on peut. Ma question, c'était ça. C'est pas un droit dans tous les domaines. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est pas un droit dans tous les domaines. Il y a un domaine du droit musulman qui est réservé à l'autorité. Ce qu'on appelle l'ahkam al-sultaniya. Vous savez, par exemple, que rien que pour le divorce, on dit divorce religieux. Il n'y a pas de divorce religieux dans l'islam. Le divorce, il est toujours civil dans la religion musulmane. Il y a un côté peut-être religieux qui concerne la personne elle-même entre elle et Dieu, mais en fait, c'est une question civile. Cette question civile, le seul qui doit se prononcer pour un divorce, en fait, c'est le juge. Quelles sont les limites? Vous allez voir le plus gros mufti du monde entier, vous lui posez une question sur le divorce, est-ce que ma femme est divorcée ou pas? Il va pas, si il n'est pas juge, il peut pas vous dire que votre femme est divorcée ou n'est pas divorcée. Quelles sont les limites de ce pouvoir de l'État que vous évoquiez, Monsieur Béchri? Vous parliez du droit de l'individu entre lui et Dieu et le droit de l'État sur les affaires sociales. Quelles sont les limites justement de ce pouvoir étatique qui fait qu'il ne va pas abolir justement cette relation entre l'homme et Dieu? Toute norme qui engage la société, elle est réservée à l'autorité. Toute norme qui, on va dire, régit la relation avec Dieu, eh bien, on est questionné individuellement sur cette norme. C'est ça la limite, en fait. Donc, je ne peux pas vous énumérer là, par exemple, tout ce qui est, on va dire, les compétences de l'État. Ils sont connus, même dans le droit positif. On sait ce que c'est que le droit commun, on sait ce que c'est que donc, voyez, c'est pareil. Vous pouvez, comme dans le droit positif, vous n'avez pas le droit de verbaliser quelqu'un parce qu'il a fait un excès de vitesse. Vous n'êtes pas dépositaire vous n'avez pas autorité à le faire. Vous pouvez pas sortir devant chez vous et vous prenez un conducteur qui est en excès de vitesse pour lui dire je vais vous verbaliser. Donc vous serez en erreur parce que ça fait pas partie de vos compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il faut c'est quelqu'un qui est soit c'est un juge, soit quelqu'un qui est dépositaire de cette autorité, comme un policier par exemple. Donc en fait c'est les mêmes limites. Mais il y a le côté qui régit vraiment leur relation avec Dieu, qui est donc qui relève du culte, de ce qui est halal, ce qui est haram, donc à consommer ou tout ça en fait c'est individuel. Mais le reste en fait il est le domaine de l'autorité. Alors Maître Guezguez, cette question elle est quand même essentielle puisque finalement c'est la question de savoir est-ce que des citoyens en France ont encore le droit de se prévaloir d'une appartenance à une religion et donc d'affirmer l'existence d'une légitimité religieuse, d'une sphère qui serait la religion dans l'espace public. Et derrière, finalement, cette question que je suis en train de poser se joue également la question de la laïcité. Est-ce que, de facto, est-ce que la France est encore un pays laïque quand on voit justement toutes ces restrictions à l'exercice de la pratique religieuse
vous qui êtes vous connaissez très bien ces sujets, hein, puisque vous les avez traités. Voilà, donc est-ce que, à la lumière de ce contexte, on peut, la France respecte encore le principe de laïcité, le principe juridique, hein? Alors la France, je ne me prononcerai pas, mais le ministère de l'Intérieur, ou en tout cas le Conseil des ministres qui a prononcé la dissolution de l'IESH, certainement pas. Certainement que non, le principe de laïcité n'est absolument plus respecté, puisque vous avez clairement, une immixtion de la sphère politique, hein, de l'autorité, du ministère de l'Intérieur, de l'administration sur, des questions qui relèvent, du culte. On n'est pas du tout sur les mêmes dimensions lorsque on dit qu'on parle de primauté de la règle islamique sur les questions de droit civil. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Et si vous voulez, pour moi, ça participe et d'abord du principe de la liberté d'expression et du principe de laïcité. Mais en fait, l'IESH, il faut le rappeler, historiquement, c'est un institut qui a été, validé, par les autorités. Ils ont travaillé au début avec, en parfaite collaboration et vous avez simplement un basculement en fait à la fois de l'appréciation qui est faite par la France sur, l'IESH et sur, l'islam de manière générale, qui date de ces 5 ou 10 dernières années. L'IESH, à l'époque de Nicolas Sarkozy, il était promu comme étant effectivement l'institut de formation des imams par lequel il fallait passer. Et en fait, euh, quand vous remontez dans le temps, et ces questions d'ordre politique sont importantes pour bien analyser ce décret de dissolution, c'est l'extrême droite qui met un viseur, qui met une cible sur l'IESH, l'extrême droite représentée notamment par Marion Maréchal Le Pen. C'est parce qu'elle décide de faire de l'IESH un sujet d'ordre politique que vous avez Darmanin puis ensuite Retailleau qui le récupère dans le but pour lui de faire un trophée sur le dos de cet institut. Et on va venir, parce que les administrations elles sont faites ainsi, aller chercher un polycopier, avoir des lectures par mots-clés sur les questions des droits des femmes, sur la question des versets prescriptifs ou d'autres sujets, sortis complètement de leur contexte, construire comme ça un décret de dissolution pour pouvoir dire, voilà, on agit contre l'islam radical. Alors que, encore une fois, euh, il n'y a qu'une seule volonté de la part de l'État qui est manifeste depuis ces 3 dernières années, c'est détricoter l'ensemble du tissu associatif musulman et empêcher, clairement on est sur une atteinte à la liberté de culte, empêcher la communauté musulmane de se doter de nouvelles générations d'imams. Vous n'avez pas le droit d'en ramener d'étrangers, et si vous voulez si vous voulez vous former en France, on vous ferme votre principal institut de formation. Et ce message qui est envoyé à la communauté musulmane, il est dramatique, il est extrêmement dangereux, parce que en clair, on invite la communauté musulmane ou bien à se réfugier à l'étranger, ou bien à se réfugier vers des autodidactes qui animent peut-être un peu plus les réseaux sociaux que l'IESH, avec tout le danger que cela peut représenter, et qui a été illustré notamment dans la vague 2015-2020. Est-ce que ça signifie pour vous, Maître Gazgaz, que finalement cette politique, et là on peut en discuter la rationalité, euh, produirait de la... Alors j'aime pas trop ce terme de radicalisation, parce que la radicalisation, c'est revenir à la racine d'une chose. Donc parler de radicalisation dans l'islam, ça impliquerait que la racine de l'islam, ce serait la violence. Donc voilà, je crois qu'il faut mieux parler d'extrémisme plutôt que de radicalisation. Mais bon, on comprend l'idée. Alors, sur la question de l'homosexualité maintenant, pareil, le décret de dissolution évoque cette question. Les homosexuels sont promis à la lapidation et à la mort, en citant différents textes. Monsieur Béchery, l'IESH a-t-elle diffusé des discours homophobes? Et il faudrait déjà définir ce qu'est un discours homophobe. Non, jamais. Jamais parce que notre croyance, en fait, c'est que on est dans un pays libre et chacun, en fait, est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Maintenant, quel est le statut de l'homosexualité dans une religion? Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas pourquoi on questionne toujours les textes musulmans et on ne questionne pas les textes des autres religions monothéistes.
Et pourtant, c'est des textes qui sont aussi, on va dire, répétés dans les lieux de formation, dans les lieux de, de lieux cultuels, par exemple. Et en fait, c'est toujours la même chose. On fait faire la différence entre ce qui est dans le texte, hein, ça c'est et ce qui est praticable, et ce qui est nous avons signé la charte des principes de l'islam de France, et il y avait un texte sur justement l'homosexualité. Et on a signé, moi-même j'ai commenté théologiquement ce texte-là. Et quand on est arrivé à ce point, certains de cette commission qui étaient là, ce point-là, on fait quoi? J'ai dit, il y a aucun problème. Les gens sont libres. On est dans un pays libre. On n'a pas autorité à juger les gens. Eh oui, mais dans l'islam, il y a ça. Oui. Et alors, même s'il y a de l'islam, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans le texte religieux doit être pratiqué n'importe où, n'importe comment. Donc c'est comme ça qu'on a répondu à cette question. C'est pas l'abandon de la morale islamique, disons, cette ligne de conduite, même si elle est reprochée par les acteurs politiques, un certain nombre d'acteurs politiques. Est-ce que cette logique n'est pas dangereuse pour l'autonomie du religieux lui-même, en se disant, certes, tout le monde fait ce qu'il veut, on a envie de vous dire, finalement, on n'a plus besoin de religion. Si je pousse la logique jusqu'au bout. Pas forcément. Pas forcément. On peut pas, en fait, on peut pas parce que on croit à une religion, hein, on doit être, on va dire, comment dire, à l'opposé de le principe de liberté. Le principe de liberté dans l'islam, il est reconnu même pour la croyance. Ça veut dire le droit de croire ou de ne pas croire. Donc, si on est libre de croire ou de ne pas croire dans la religion musulmane, et qu'il y a ce qu'on appelle le libre, comment dire, Le libre arbitre, hein, le libre arbitre, voilà, et que dans la religion musulmane, les textes reconnaissent le libre arbitre, et que en fait, le jugement dans cette vie d'ici-bas est réservé à l'autorité, et le jugement dans l'au-delà est réservé au juge suprême qui est Dieu, en tout cas pour un croyant. Pour nous les croyants, il y a un juge suprême qui est Dieu dans l'au-delà. Donc en fait, le musulman lambda, ou l'imam, ou l'enseignant, ou l'institution elle-même, hein, donc elle ne peut que, en fait, on va dire, protéger cette liberté et ce choix de chacun. Donc les gens dans un espace laïque doivent vivre en respect, on se respecte, même si on est différent dans nos choix, dans notre façon de vivre, dans nos philosophies, dans notre rapport à la religion. Eh bien, on peut vivre en bonne entente et en paix. Et ça pose aucun problème et c'est pas en contradiction avec les textes. Alors, Maître Gasguez, sur le même sujet, l'homophobie qui est alors cette fois-ci juridiquement, parce qu'il y a l'homophobie culturellement, c'est-à-dire son acceptation sociale dans la société à un moment donné X de l'histoire. Là, sur le plan juridique, l'homophobie est définie en France comme, je cite, toute manifestation de mépris, de rejet ou de haine envers une personne ou un groupe de personnes en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, vraie ou supposée. Fin de citation. Est-ce que le fait de rejeter publiquement la légitimité de la pratique de l'homosexualité et de la condamner ou de condamner sa banalisation, c'est-à-dire cette position qui est celle de toutes les religions, est-ce que ce fait-là est condamné par la loi aujourd'hui? Il y a des principes au sein de la religion musulmane qui sont partagés par les autres monothéismes sur la question de l'homosexualité. Il appartient à chacun d'assumer ses prises de parole.
et pas à moi de dire ce qui peut être dit ou pas. Très honnêtement, je n'ai pas connaissance d'imam qui prend ce type de position. Et en tout état de cause, concernant l'IESH, pour revenir sur la question des élèves de l'IESH, vous n'avez pas la démonstration du côté de l'administration que l'IESH produit des homophobes, pour dire les choses de manière très crue et très directe. Bien au contraire, vous avez cet antécédent de ces 10 000 élèves qui sont passés au sein de l'IESH et pas de démonstration du côté de l'administration qu'il y aurait eu de quelconques propos à la fois homophobes ou antisémites ou contre les femmes tenues par ces étudiants. L'IESH, c'était un institut qui effectivement promeut une vision de la religion musulmane qui tire ses racines des textes fondateurs de la religion musulmane, le Coran et les commentaires des hadiths du prophète, inscrit dans un contexte très particulier, dans un contexte particulier qui est celui de la France. Et il n'y a rien d'autre à dire sur l'IESH. Et si l'IESH a eu à se prononcer sur ces questions-là, ça s'est forcément inscrit dans le cadre de l'explication du contexte français. Alors avant d'aborder la dernière question sur les accusations de terrorisme, hein, qui est la charge la plus lourde du décret, est-ce que vous diriez finalement que le ministère de l'Intérieur, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce décret de dissolution, est-ce que vous avez le sentiment qu'il s'agit d'une pratique de discrimination, puisque il a été évoqué très souvent dans cet entretien que les autres religions qui avaient des positions communes de plusieurs religions sur différentes questions, que ce soit celle sur l'homosexualité. On sait par exemple que comment dire, la tradition juive, la tradition légale juive sur plusieurs questions est très proche de la tradition musulmane, mais on ne voit que finalement des remises en cause, des accusations ou des procédures administratives ou judiciaires portées contre des institutions musulmanes. Est-ce que pour vous, on est clairement dans une pratique d'État, je ne sais pas si c'est une pratique d'État ou une pratique du ministère de l'Intérieur, discriminatoire, et est-ce que vous la dénoncez comme telle? Tous les deux, hein, c'est une question qui s'adresse à tous les deux. Alors je vais répondre, évidemment que la dissolution de l'IESH s'inscrit dans un agenda politique. Vous avez plusieurs éléments qui le démontrent. D'abord, la revendication qui est faite par le ministère de l'Intérieur au moment où le décret de dissolution est prononcé, où il dit que l'IESH est le symbole de l'islamisme politique des frères musulmans, alors que vous n'avez rien qui le documente. L'IESH, s'il a été effectivement fondé par l'ancien UOIF au début des années 80, aujourd'hui, sa production intellectuelle et encore une fois, les élèves qui y passent démontrent qu'on est très éloigné de la considération des considérations des frères musulmans. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est la chronologie dans laquelle cette dissolution s'inscrit. Vous savez que depuis 5 ans, on assiste effectivement à un démantèlement d'abord des relations au sein de la communauté, entre la communauté musulmane et l'État, lorsque vous avez des décisions qui frappent des établissements scolaires musulmans comme le lycée El Kindi à Lyon, ou le lycée Averroès à Lille, le collège Avicenne à Nice ou l'établissement Ibn Khaldoun à Marseille, vous avez une démonstration d'une stratégie déployée par le gouvernement pour empêcher la communauté musulmane de s'élever. D'ailleurs, c'est clairement assumé au sein du ministère de l'Intérieur, puisque je me rappelle, et ça a été relayé par la presse, du propos qui avait été tenu par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques devant le tribunal administratif de Lyon concernant Al-Kindi, qui avait expliqué que le principal danger d'Al-Kindi, c'était qu'il était en train de former une élite qui sera un jour aux manettes du pouvoir. En fait, il y a vraiment cette volonté au sein du gouvernement français d'empêcher l'existence d'abord d'une communauté musulmane structurée et d'une communauté musulmane qui est réussie. Et c'est parfaitement documenté, tout ceci est relayé. Vous avez une commission parlementaire qui a eu lieu sur la question des violences scolaires et des questions d'harcèlement au sein des établissements scolaires privés, qui a démontré comment le réseau musulman éducatif était bien plus contrôlé que le réseau éducatif catholique ou juif, qui avait clairement un traitement discriminatoire qui était opéré sur la question des établissements scolaires. Et en miroir, pour l'IESH, vous avez une parfaite démonstration, puisqu'on n'est jamais parti mettre un nez ou un œil sur des cursus de formation ni des instituts juifs, ni des instituts catholiques, alors que, comme ça a été rappelé par M. Béchry et par vous, on a des références sur des questions d'ordre moral qui sont assez proches entre la communauté musulmane et les autres cultes monothéistes. Mais ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait pourquoi?
peut-être parce que je ne dirais pas que c'est parce que la communauté catholique et la communauté juive sont privilégiées par rapport aux musulmans, mais c'est surtout parce que, en réalité, la communauté musulmane, elle est visée dans le cadre d'un projet politique qui amène au fur et à mesure la France vers l'extrême droite au fil des années. Et c'est à chacun de prendre considération en relisant cette chronologie, en relisant ces intentions-là politiques qui sont assumées lorsque vous avez un ministère de l'Intérieur qui dit à bas le voile, qui tient des propos pour relativiser aussi la question de l'état de droit en disant que l'état de droit, c'est pas quelque chose d'immuable. Lorsque vous avez un ministère de l'Intérieur qui parle de mexicanisation du pays et derrière un terroriste qui va venir descendre un Tunisien dans le Var en reprenant les mêmes discours que le ministère de l'Intérieur, vous avez bien un cheminement qui fait que la France est en train de basculer vers l'extrême droite. Donc c'est à chacun de bien comprendre que derrière l'USH, vous avez un agenda politique qui est assumé. Et comme nous l'avons dit dès le départ, on contestera cette décision devant le Conseil d'État, avec pour objectif principal évidemment de faire annuler cette décision, et aussi de sauver l'héritage et préserver l'héritage de l'USH qui a été accusé gratuitement des mots que vous avez décrits. Et notre objectif au-delà de l'USH, c'est bien de démontrer qu'on est clairement dans une forme de persécution de la composante musulmane de ce pays, auquel nous assistons tous les jours. Alors, dernier volet de cet entretien, hein, donc les accusations les plus graves du décret de dissolution. Hein, donc, je vais lire ce dernier chef d'accusation, considérant en dernier lieu que l'association IESH se livre sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. S'ensuit une description anonymisée de 8, je crois que c'est 8 étudiants qui ont qui sont tous passés par l'USH, et qui auraient ensuite, qui se seraient livrés à différentes actions, partir en Syrie, participer à des attentats, et donc avec un délai, c'est-à-dire à partir du moment où les motifs qui leur ont été reprochés par la justice française se sont déroulés en général entre 5 à 30 ans après que ces élèves soient passés par l'USH. Donc c'est minimum 5 ans, maximum 30 ans après leur passage à l'USH que ces différents étudiants se sont rendus coupables des infractions qui leur sont reprochées. Voilà, quelle est votre réponse sur ce volet qui est quand même, je lisais hein, la formulation, qui est quand même choquante. Voilà, comment dire, la commission, enfin je vais reprendre l'intitulé, oui, se livrer à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme. C'est quand même une formulation assez choquante. On vous écoute, Monsieur Bécheri. Moi, je me suis déjà prononcé sur la question. Ces élèves-là, donc on a vu, moi personnellement, certains d'entre eux, je les connais même pas. Je ne sais même pas s'ils sont passés parce qu'on a pris l'un de ces élèves, enfin, supposés élèves, et on a essayé de chercher dans nos archives, on n'a pas trouvé ce nom chez nous. Donc ça, c'est une chose. Certains d'entre eux, oui, ils sont passés par l'institut, mais ils sont passés par l'institut. Je pense que ils sont aussi passés par l'école publique, certains d'entre eux par des universités. Et leur passage, en fait, tous ces étudiants, en fait, la chose qui les regroupe, si vous voulez, le dénominateur commun entre ces étudiants, ce sont des étudiants qui n'intègrent pas la théologie. Et deuxième chose, c'est des étudiants qui sont passés, en fait, dans une période très brève à l'institut. Entre 2 mois, peut-être même 1 mois, et une année scolaire au maximum. Donc ça, il faut le souligner. La deuxième chose, c'est que ces étudiants, il y en a qui sont condamnés 20 ans après qu'ils sont passés à l'institut. Je ne sais pas, pendant 20 ans, ils ont rien vu, ils ont appris juste l'endoctrinement de l'USH, ils l'ont porté dans leur tête pendant 20 ans. Et puis, il faut revenir à nos étudiants. Qu'est-ce que ça représente, les 8 étudiants? Mettez avec un petit peu de calcul, combien de pourcents représentent 8 étudiants, s'ils sont tous des ex-étudiants, sur 7000 élèves qui sont passés par l'institut. Ça représente à peu près 0,01.
Donc 0,02, je ne sais pas, faire un calcul. Vous voyez en fait que ces accusations en fait ne tiennent pas. On a toujours, et ça c'est pas la première fois en fait. On a parlé avec les journalistes, mais certains de nos étudiants, comme je vous ai dit, dès qu'on a détecté qu'ils avaient des problèmes, eh bien ils ont été signalés par l'ancienne direction de l'époque. Donc ils étaient signalés à la préfecture. Et la préfecture ne peut pas nier ça en fait. Donc votre établissement, votre ex-établissement avait fait des signalements sur ces profils-là. Oui, sur tout profil qui était un peu, c'était la décision quand elle était prise de les signaler, c'était pour le bien de ces jeunes, pour ils soient surveillés. Mais apparemment donc ils n'étaient pas surveillés. Vous voyez, même s'il y a signalement, ça veut dire que la surveillance, ils n'ont pas été surveillés. S'ils ont été condamnés, ça veut dire qu'ils n'ont pas été surveillés comme il faut. Quels sont les critères qui font que vous déclenchez un signalement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples juste pour comprendre ce qui sépare un élève, disons, traditionnaliste de quelqu'un qui tomberait dans une dérive radicale? Est-ce que vous avez un ou deux exemples pour nos auditeurs? J'ai pas bien entendu, hein, ça, j'entends pas bien. Alors, c'est pas grave, je repose la question. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur les critères qui étaient ceux de l'IUSH quand elle faisait un signalement? Quand l'IUSH faisait un signalement sur des élèves, ça s'appuyait sur quoi? Voilà, qu'est-ce qui différenciait un élève traditionnaliste d'un élève radicalisé? À l'époque où il y a eu Daesh et tout ça, on a eu un certain nombre, donc peut-être 3 ou 4 étudiants qui étaient des djihadistes assumés. Donc pour eux, voilà, c'est la voie à suivre, c'est d'aller faire le djihad. Et en fait, donc c'est des jeunes. On a essayé donc de les raisonner, on a essayé donc on a discuté longuement avec ces jeunes. Et dans les discussions, en fait, ils nous ont carrément traité que vous êtes des renégats, en fait. Parce que voilà, vous dites ça, l'essentiel c'est que on a été traité, donc on a été excommunié, si on peut dire. Ça veut dire on nous a sortis de la religion musulmane. Et donc un profil comme ça, bien sûr, il était à signaler, c'est tout à fait normal. C'est ce genre de profil en fait qui était vraiment assumé, voilà. Quand vous dites un djihadiste, est-ce que ça veut dire que, comme le fait l'administration elle-même dans ce décret-là, il y a une association entre la notion de djihad, qui est une notion classique dans le droit musulman, et la notion de terrorisme? Est-ce que pour vous, vous considérez que c'est la même chose? Évidemment, je suppose que c'est pas le cas, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence en fait? C'est ça la question. Alors, oui. Alors, nous, quand on étudie les versets qui parlent de qital, de djihad, la première chose à souligner, c'est que ces versets-là, c'est un domaine réservé à l'autorité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pas un individu ou une association ou un groupe d'individus qui se réunit pour déclarer la guerre à je ne sais qui. Deuxième point, le djihad, il a un sens. Donc, c'est un terme polysémique. Parmi l'un de ces sens, en fait, c'est le combat armé. Et le combat armé, en fait, on peut pas l'appeler ce qu'on appelle la guerre sainte. Parce que la guerre, elle n'est pas sainte dans la religion musulmane. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, pour dire qu'il s'agit d'une guerre. Troisième chose, c'est que le djihad qu'on déclare ça et là, c'est pas une guerre légitime, parce qu'en fait, la seule guerre qui est reconnue dans la religion musulmane, c'est une guerre conventionnelle déclarée par une autorité reconnue. Et donc sur ça, en fait, la compréhension, si vous voulez, qu'on trouve dans les manuels, chez les exégètes, chez les commentateurs de hadith, en général, c'est la tendance, on va dire, majoritaire en tout cas dans l'islam sunnite. D'accord. Et donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on se pose la question, tel groupuscule, quand il déclare que je suis en train de faire le djihad pour la Ummah et tout ça,
Eh ben, pour nous, on dit que, en fait, ça, c'est un djihad qui n'est pas, c'est une guerre qui n'est pas légale, qui n'est pas légitime, parce que elle ne se base pas sur sur les bons principes. Et en fait, parce que quand on parle parfois de la violence dans le Coran, la violence dans l'islam en général, c'est comme si c'est l'islam qui a inventé la guerre. La guerre existait depuis que les deux fils d'Adam, l'un a tué l'autre, et ça a continué. Et jusqu'à nos jours, on est en train de vivre la guerre. Les êtres humains, malheureusement, et ils ont toujours vécu en fait en guerre. La guerre n'a jamais cessé. Et donc l'avènement de l'islam, si elle a apporté quelque chose de positif au conflit, c'est de réglementer la guerre. Ça veut dire faut que la guerre se fasse selon un certain principe humain. Parmi ces principes, et ça vous ne le trouvez pas, peut-être dans d'autres religions monothéistes, donc dans l'islam, on n'a pas le droit de tuer les enfants, on n'a pas le droit de tuer des femmes, on n'a pas le droit de tuer des vieillards, on n'a pas le droit de tuer des moines dans leur monastère, on n'a pas le droit de brûler la récolte, on n'a pas le droit, vous voyez. Donc en fait, le plus, le plus qu'a apporté, si vous voulez, l'islam ou les textes, parce que là il s'agit des textes de la tradition prophétique, qui sont des textes authentiques où le texte en fait règle en fait ou pose en fait des principes et des normes quand on est en guerre. Et donc avec la somme de tout ce que je viens de dire, en fait, eh bien normalement l'étudiant sort avec une compréhension saine des textes. Il va savoir que tout ce qui se déclare comme djihad, s'il ne se base pas d'une décision d'une autorité, c'est ce qui se fait dans tous les pays aujourd'hui. Donc, celui qui doit déclarer la guerre ou la paix, c'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est pareil en fait dans le texte de la religion musulmane. En fait, c'est pareil. D'accord. Donc, la guerre, le djihad en islam égale guerre conventionnelle. Merci pour cette explication. Maître Guesgues, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que vous voulez apporter une parole, un éclairage sur le volet juridique concernant ces accusations que certains nomment par capillarité ou par association, le simple fait de rentrer en contact un jour ou l'autre avec un individu qui commettrait un acte criminel par la suite, créerait une complicité. Voilà. Est-ce que vous voulez commenter cet aspect-là? Alors, la dernière accusation qui est reprochée à l'USH, à savoir sa proximité avec d'anciens élèves, peut paraître comme étant la plus solide et en réalité la plus fragile, comme l'a expliqué Monsieur Béchely. Dans ce dossier, nous avons démontré à l'occasion de la procédure contradictoire que les élèves en question, pour la majorité d'entre eux, n'a pas dépassé quelques mois de formation, n'a jamais suivi les cours d'éthique musulmane. En tout cas, cette accusation qui paraît être la plus grave et en réalité la plus fragile du décret de dissolution, puisque nous avons démontré dans le cadre de la procédure contradictoire que ces élèves n'ont jamais suivi les cours de théologie. Et pour le plus assidu, entre guillemets, d'entre eux, il n'est resté que 12 mois et uniquement sur la question de l'enseignement d'arabe. Comme ça a été expliqué par Monsieur Béchely, on nous reproche un lien de causalité entre leur présence et leur condamnation, alors que pour certains, les condamnations en question, elles ont lieu plus de 20 ans après leur passage au sein de l'IESH. Donc en fait, on est assez serein sur cette accusation là, qui est en réalité peut-être la plus fragile du décret de dissolution. On a les preuves également des relations entretenues avec l'administration au moment où il y a eu des signalements. Pourquoi? Parce que notamment certains élèves avaient tenté de s'en prendre à l'autorité même du professeur en disant qu'il enseignait un islam qui était éloigné des principes que lui considérait comme étant légitimes. Donc voilà, si vous voulez, donc tout ceci, on est serein. L'IESH n'a jamais été inquiété dans le cadre d'une procédure judiciaire. Parce que tout ceci, ce sont des accusations d'ordre administratif. Aucun des dirigeants de l'IESH n'a fait l'objet d'une seule garde à vue pour des motifs liés au terrorisme.
et l'extrême majorité, comme ça a pu être rappelé, des étudiants. En réalité, la totalité des étudiants, lorsqu'ils étaient au sein de l'USH, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque procédure judiciaire. Ceux qui sont cités ont commis des actions bien après leur passage au sein de l'USH, et l'USH ne peut pas être tenu responsable de quoi que ce soit puisqu'il n'a jamais été poursuivi. Et on sait bien, pour ceux qui pratiquent la matière terroriste, que devant les cours d'assises spécialement composées, on va chercher parfois des petits liens pour faire condamner des individus. Je pense lorsque vous avez suivi le procès de Samuel Paty, vous avez une illustration particulière. Là, pour l'IESH, rien n'a été fait. Donc, on ira devant le Conseil d'État, on posera la question en termes de liberté d'expression, en termes de laïcité, en termes de principe de liberté de religieuse, et on ira jusqu'au bout pour ce dossier. Merci, Maître Guezguez, pour vos éclairages juridiques sur les enjeux de cette dissolution. Merci également à l'Arbé Béchri. Je voudrais Donc, rajouter Oui. une chose, s'il te plaît. Oui. Allez-y. On nous reproche aussi d'être contre le christianisme et contre les chrétiens et contre les juifs et tout ça. Je pense que c'est une accusation aussi qui ne tient pas. Et on l'a prouvé donc dans nos réponses avec des témoignages, hein, donc tout ce qui est dialogue interreligieux, et notre présence et notre, on va dire, on est des membres actifs dans ce domaine-là. Et c'est un travail donc qu'on entretient avec nos amis des deux autres religions depuis longtemps. Et de plus, en fait, l'évolution qu'on a eue à l'Institut, c'est que dans la matière de histoire des religions, au lieu de donner cette matière à un professeur musulman qui va parler à nos étudiants de ce que c'est le christianisme, de ce que c'est le judaïsme, on a préféré d'octroyer la matière sur le christianisme à un prêtre et la matière sur le judaïsme à un rabbin. Et ça, je ne sais pas comment on peut nous accuser d'être ou de former en fait nos étudiants à haïr en fait les chrétiens ou les juifs, hein, parce qu'ils sont chrétiens ou parce qu'ils sont juifs, hein. Alors que ils apprennent l'histoire de cette religion par les spécialistes et par les adeptes de cette religion, de ces religions. Autre point, l'autodissolution. En fait, l'autodissolution, il faut rappeler que depuis 2020, nous avons subi des pressions de toutes sortes. Ça a commencé par les banques, et après c'était les assurances, après c'était les contrôles incessants, après c'était la perquisition, après c'était une deuxième perquisition, après l'interdiction d'organiser des colonies de vacances. Et tout ça, en fait, ça nous a impacté beaucoup. On a résisté. Vous imaginez que vous avez une institution avec 30 salariés en moyenne sur l'année, avec 1200 étudiants en présentiel et en distanciel, et que vous fonctionnez ici en France, un état de droit sans compte bancaire. On n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire. Malgré tous les efforts qu'on a fait avec la Banque de France, on a fonctionné sans compte bancaire. Et on a résisté à tout ça. Et on a essayé de toutes les façons de nous faire disparaître, mais on a toujours résisté. Mais le 16 juin dernier, quand on a eu le gel des avoirs, c'était vraiment la goutte qui a débordé le vase et on ne pouvait plus continuer. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette auto-dissolution depuis le mois de juin. Cette dissolution de l'USH, en fait, a impacté beaucoup de familles, a impacté déjà les étudiants et leurs familles. Elle a impacté les salariés et leurs familles. Elle a impacté beaucoup d'associations qui, d'habitude, donc, on échange avec eux. Et en fait, cette fermeture est contre-productive. Parce qu'aujourd'hui,
Ces étudiants, ces 1200 étudiants, ils sont où? Ben, on ne sait pas. Ils sont tous inscrits à droite, à gauche, mais on ne sait pas chez qui, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, ils vont être, on va dire, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme programme, on ne sait pas. Avant, ils étaient tous réunis dans un seul endroit qu'on pouvait contrôler, qu'on pouvait surveiller, qu'on pouvait inspecter, comme on le faisait donc d'une manière presque continue. Hein. Donc c'est pour souligner en fait que je pense que l'idée de la dissolution de l'USH, même si on a fait une autodissolution, mais on nous a poussé justement à faire cette autodissolution. En fait, je ne pense pas que ça va dans le sens de l'intérêt de la France.